Non, demande. Salut Fatou, sois la bienvenue. Vas-y, vas-y. Salut Fatou, salam alaikum, sois la bienvenue. Mister Lamine Faye, sois le bienvenu, François. C'est toi le général. Merci beaucoup, sois le bienvenu. Lamine Faye, on va parler de ton pays aujourd'hui. On va parler des USA. Reste dans les parages si t'es pas trop occupé. Et président Tube, salam alaikum mon frère, sois le bienvenu. Noyoya l'international, le président des présidents, sois le bienvenu. Tiens bro. Alors, on va démarrer dans 5 petites minutes. Hein. Vous connaissez le rituel. Hein. On commence toujours un peu par des sujets qu'on va dire connexes en fait au sujet sur lesquels nous allons débattre et ensuite nous allons un peu plus loin. Sur les sujets qui nous ont amenés ici aujourd'hui. Ok. Alors je voulais vous remercier déjà tous et toutes qui avez trouvé du temps pour passer ce moment avec moi. Aujourd'hui, on va parler des élections présidentielles aux États-Unis. Vous savez qu'on est dans la dernière phase du processus en fait qui doit, le 3 novembre en tout cas, permettre de sélectionner, de retenir, d'élire le président en fait des États-Unis. Et alors on a pu me dire par-ci par-là, mais finalement quel est le lien de tout ça avec nos vies personnelles? En quoi est-ce que ces questions dont tu parles aujourd'hui sont-elles intéressantes par rapport à notre vécu quotidien?
Et donc j'avais envie d'expliquer d'abord. Alors c'est un live qu'on va faire en une série en trois, comme on en a l'habitude. Ce live était prévu pour le jeudi, et puis pour des raisons d'agenda et on fait plein d'autres choses en même temps, on ne fait pas que ça. Donc ça n'a pas pu être possible et donc on l'a décalé aujourd'hui. Voilà, tout ça pour dire que on va le faire en trois fois parce que bon, il y a eu des questions qui sont sorties lors des lives précédents parce que aussi les décisions de planification, finalement, ce qu'on fait figurer à la grille des programmes, viennent en fait de ce que vous décidez. Et en fait, c'est vous qui faites le programme, quoi. Donc j'avais des amis qui m'avaient demandé en fait de rendre plus intelligible le mécanisme du scrutin en fait américain, hein, notamment, d'évoquer la question des enjeux de cette élection pour l'Afrique. Et moi, j'avais envie de rajouter donc, et c'est ma contribution personnelle, la, la description en fait des deux candidatures en présence en les reliant avec le programme et finalement en l'amenant sur des questions pour examiner la question à la fois des questions raciales hein, qui sont des questions importantes qui sont toujours à l'ordre du jour dans une élection. On parlera par exemple de Joe Biden qui justement participant à une interview a eu un raté mémorable. On aura l'occasion d'y revenir justement dans la troisième partie en fait de ce live-là, qui va être un live périodique. Alors idéalement le mercredi, mais dites-moi si vous avez une préférence entre le mercredi et le jeudi. Pour ma part aujourd'hui, je propose mercredi ou jeudi, ok. Donc on balancera entre les deux. Une innovation en fait sur ce live en fait, c'est les sujets d'actualité. On les aborde en fait, alors et ça c'est un peu les habitués de cette page savent un peu comment nous fonctionnons. Les dimanches, en fait, on fait une revue de l'actualité. Actualité sénégalaise et puis actualité internationale. On revient en fait sur les 5 sujets les plus marquants de cette actualité et puis on essaie de les décrypter. Parfois, justement, parce que 1h30 c'est un peu court, 90 minutes c'est court, il peut être nécessaire en fait de faire un autre point d'approfondissement avec des experts là. Et donc, c'est ce qu'on va faire là, par exemple, demain, pour tous ceux qui sont intéressés par l'affaire Akili, qui se sont posé des questions au sujet de l'affaire Akili et de Sénélec, et puis de ce qu'on voit apparaître, ce qui pointe à l'horizon comme une espèce de dénouement heureux, avec le président Macky Sall qui a pris la parole dessus. Donc demain, on va en parler avec nos deux experts. Yeah, salam Dibi, sois le bienvenu. Yeah, merci beaucoup Frangin. Donc demain, on va parler de ça avec nos deux experts. Je pense à Maître Jo-Étienne John, qui est avocat à la Cour au barreau de Dakar, et puis Ibrahim Malikoun, qui est un consultant, qui est un juriste d'abord, un consultant en accompagnement d'entreprises, en investissement. Et il va nous apporter aussi, et c'est ça qui est un peu intéressant, une espèce de face-à-face entre un praticien du droit, parce qu'il s'agit quand même d'un contrat, et on va voir quelles sont les limites du contrat, à la fois en fonction de l'état de l'art, mais surtout en fonction des intérêts nationaux, ce que les Américains appellent our national vital interest. Donc, est-ce que c'est conforme à notre intérêt vital national? Et puis avec Ibrahim Malikoun, sans que ce ne soit d'ailleurs des chasses gardées de l'un et de l'autre, il nous apportera sa connaissance aussi de l'accompagnement des contrats internationaux, sa connaissance du business, et on mettra tout ça en lumière pour qu'à la fin, plus rien ne vous soit inconnu au sujet de ce contrat-là qui continue de défrayer la chronique entre Akili et Sénélec. Alors je voulais d'abord, parce que bon, c'est l'habitude, hein, même si ce live est un live un peu spécifique, je commence toujours par décerner des bons points et des mauvais points. Donc je voulais m'enorgueillir du fait que le docteur Aloïs Diouf a été nommé à l'OMS et prendre part pour lui dans ce qui passe pour un Diouf bashing là. Tu sais, il y a une espèce de tout le monde s'entend pour dire oui, il est lâche, il a quitté le navire en pleine tempête, etc. Je voulais donc apporter deux précisions. La première, c'est que manifestement, d'après les informations que j'ai reçues,
le docteur Alice Diouf a reçu une offre depuis décembre 2019 pour rallier l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc depuis 2019, en fait, c'est par patriotisme qu'il n'a pas répondu à l'appel de l'OMS alors qu'il en avait les qualités. Donc ça, pour moi, c'est une marque de patriotisme et c'est une marque de, ouais, de sens, en tout cas, des responsabilités. Il a accepté de rester quand même à son poste de directeur de cabinet alors qu'il aurait pu prétendre à plus et mieux, etc. Bon, je pense que vous en serez tous d'accord. Le deuxième sujet, c'est que vous avez tous assisté au fait que, en dépit de ce que les praticiens, donc les spécialistes de la discipline, donc de la médecine, appelaient de leur vœu qu'on n'aille pas vers ce déconfinement absolument scandaleux, mon point de vue d'ailleurs, j'espère que, ainsi que toutes les grandes démocraties le font en ce moment, il y aura un moment où nous-mêmes nous ferons le point sur ce qui n'a pas bien fonctionné dans la gestion de la pandémie et qu'on situera les responsabilités. Évidemment, le président Macky est hors d'atteinte puisqu'il est irresponsable aux yeux de la loi. C'est la loi qui considère que on ne peut pas retenir sa responsabilité sauf en cas de haute trahison. Donc pour lui, son cas est réglé. Par contre, ah voilà, merci Dibi, tu vois ça je ne le savais pas et vraiment, voilà, je remercie donc le ministre Diouf Sarr et il confirme lui tout le bien que je pensais de lui. Même si je trouve que bon après les politiciens, vous savez comme moi qu'il ne faut pas trop compter dessus, mais sa loyauté en tout cas était méritoire. Et moi je lui souhaite en tout cas que du succès. Et la troisième raison pour laquelle je suis content de voir le docteur Aloïse Diouf arriver à cette station-là au niveau de l'OMS, c'est qu'on en a marre de voir à l'OMS des fonctionnaires. On veut enfin de vrais médecins, c'est-à-dire des praticiens de la discipline, des gens qui ont vraiment traité des malades, qui ont assisté à une crise. Parce que, regardez bien, parce que pour la première partie de la gestion du Covid, en fait, moi je dis du Covid, hein, ça m'intéresse. Leur histoire de la Covid, vraiment, moi je ne suis pas dedans. Je dis du Covid, en tout cas la gestion de la pandémie du Covid-19, euh, on retiendra quand même que les premiers temps au Sénégal ont été des temps absolument fabuleux. La manière dont on a réussi à contenir la propagation du virus, la manière dont on a réussi à impulser une dynamique en termes d'organisation, parce qu'il faut rappeler que, bon, c'est vrai que le Sénégal a une grande tradition en tout cas de gestion des épidémies, mais que celle-là avait donné du fil à retordre à toutes les démocraties, et plus globalement à l'humanité tout entière. Donc d'avoir réussi à la gérer dans ces proportions-là au début, franchement, je tire mon chapeau. Donc j'espère maintenant qu'en arrivant à l'OMS, il y apportera ces pratiques-là, sa connaissance des épidémies, sa connaissance de l'intérieur des épidémies, et puis, ma foi, peut-être qu'il arrivera à les convaincre, à les faire bouger sur deux questions. La question des études et la manière dont elles sont conduites, ces études-là, donc pour décider de mettre en marché ou pas, d'autoriser un protocole de traitement ou pas. Et puis la deuxième chose, c'est celle de l'artémisia. J'espère qu'en y allant, il amènera aussi avec lui une espèce de, comment on va dire, d'ouverture d'esprit en tout cas à l'artémisia dont l'OMS a bien besoin, en tout cas dont l'humanité a bien besoin. Voilà, je voulais saluer donc respectueusement la contribution de ce grand Sénégalais, le docteur Aloïs Diouf, et prier pour lui pour que la poursuite de sa carrière soit vraiment quelque chose d'impressionnant. Voilà, donc il est 20h20, c'est-à-dire que nous sommes à 5 minutes de l'heure prévue. Salut Alice, sois la bienvenue. Jésus-Christ, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Oui, non, en fait, on était juste au début, Alice et Jean-Christophe. Merci beaucoup. Non, on était juste au début, en fait, et on discutait de Dr Aloïs Diouf Sarr, pardon, Aloïs Diouf, donc qui faisait partie un peu du comité pour la lutte contre le Covid en fait. Et donc il a été recruté au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, alors vous connaissez les Sénégalais, hein, il y a toujours, on est toujours divisé. Donc il y a eu des gens d'un côté qui disaient que c'était absolument génial, c'était fantastique, et que d'autres, alors moi je fais partie de cela, et il y en a d'autres qui disaient que c'était absolument, c'était de la lâcheté,
qu'il quittait le navire en pleine tempête, etc., et qu'il n'était pas patriote, etc., etc. Et donc je voulais remettre les pendules à l'heure, notamment sur le fait que depuis décembre 2019, il temporise en fait sur une offre d'emploi qu'il a reçue et pour laquelle il aurait dû partir. Voilà. Donc ceci étant dit, je veux aussi revenir en fait sur. Alors le gouvernement du Sénégal a remis cette question donc de rentrer les classes à l'ordre du jour. Euh, bon, moi, je ne sais pas quoi penser, vraiment. Écoute, on ne va pas parler longtemps de cette affaire-là. Ils ont décidé de ramener les enfants à l'école, on va voir ce que ça va donner. Par contre, on nous dit depuis le début que les chiffres sont en train de baisser. Or, nous notons que les décès, par contre, augmentent. Donc, vous nous dites ce que vous voulez, parce que moi, j'ai l'impression quand même que sur les chiffres, il y a quelque chose de pas réglo, en tout cas, il y a quelque chose à redresser. Merci Dibi hein, pour le partage. Merci infiniment. Ah, Fatou Touré, voilà, ceux qui disent du mal, c'est vraiment mal le connaître. Alors, moi, je ne connais pas l'homme, mais je suis assez d'accord avec toi, parce qu'en allant vérifier, en fait, j'ai vu que sur la plupart des choses, quand même, il avait été exemplaire. Et puis, bon, son rôle, quand même, personne ne peut, voilà, vraiment, personne ne peut le décrier sur cette phase-là du coronavirus. D'ailleurs, il faut dire aussi que, et moi, c'est le dernier point, d'ailleurs, sur le sujet du docteur Aloïse Diouf, c'est que ils ont proposé des choses aux politiciens, donc, parce qu'évidemment, tous ces gens-là qui décident sont des politiques. Le ministre Abdoulaye Diouf est un politique, son président est un politique. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas suivi les instructions, les recommandations des spécialistes. Et donc, à un moment donné, à force de dire des choses et de ne pas s'entendre suivi, de ne pas voir les choses suivies des faits, à un moment donné, vous prenez des décisions justement qui, voilà, vous allez voir ailleurs, là où on a besoin de vous. Ok, et c'est ce qu'ils ont fait, et franchement, voilà, il faut les remercier pour ça. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler, et c'était ça hein, que je vous avais donné comme engagement. Alors, c'est c'est une web série en fait qui s'appelle en fait Comprendre les élections présidentielles US 2020. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'apporter des grilles de lecture. Il s'agit de donner en fait des clés pour comprendre en fait l'élection présidentielle aux États-Unis. Elle arrive dans un contexte un peu particulier, un contexte où Donald Trump a annulé tout ce qui existait, en tout cas a mis à terre toutes les initiatives, en tout cas dans le domaine du multilatéralisme. Une fois qu'il a fait ça, Donald Trump, il y a il y a un sujet. Une fois qu'il a, une fois qu'il a fait tout ça, vas-y. Une fois que Donald Trump a laissé tomber toutes ces questions-là liées au multilatéralisme, on se pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que l'avenir du monde, en fait, se trouve non pas compromis, mais en tout cas sujet à beaucoup d'atermoiements. On ne sait pas très bien ce qui va se passer et il y a une vraie question. S'il partait, ça veut dire que si Biden arrivait, parce que bon, manifestement aujourd'hui, c'est presque plié, on sait que ce sera Biden le candidat en face de Donald Trump. Si Biden arrivait avec les démocrates, est-ce qu'ils vont retricoter les accords multilatéraux qui ont existé? Je pense notamment à l'OMS, que Donald Trump a quitté avec perte et fracas. Et moi, je ne lui donne pas tort, hein, qu'on se comprenne bien, je ne lui donne pas tort. Mais il s'agit pour nous de clarifier les enjeux qui sont attachés à ces élections présidentielles-là. Donc, comprendre d'abord le mécanisme, hein, c'est quoi, comment elles sont organisées ces élections présidentielles-là. Et c'est le but de ce live-là. Celui-ci, c'est comprendre les élections présidentielles. Un, le mécanisme, le process électoral, le système électoral US. Le deuxième live que nous allons faire, en fait, c'est balayer les enjeux attachés à cette élection présidentielle-là. Et au nombre des enjeux, on aura évidemment la question de l'assurance santé, puisque la question de l'assurance santé, je vous rappelle que une des grandes réformes en fait que Barack Obama avait réussi à conduire et qui a beaucoup souffert avec Donald Trump, c'est l'Obamacare. Et l'Obamacare, en fait, c'était quoi? C'était une tentative de fournir une couverture sociale et sanitaire aux, aux, plus pauvres, en fait, aux plus démunis aux États-Unis. Et malheureusement, il l'a fait lors de son deuxième mandat.
et il n'a pas pu donc l'achever. En tout cas, il n'a pas pu le protéger plus que le temps d'un mandat. Donc quand Donald Trump est arrivé, sans qu'il ne l'ait totalement remis en cause, il a quand même fait de sévères atteintes à ce Obamacare-là, et donc on verra dans quelle mesure ça deviendra un enjeu dans ces élections présidentielles à venir là. La deuxième chose, c'est les questions raciales. Parce que, bon, vous avez vu les émeutes, les manifestations en tout cas, dont certaines ont dégénéré en émeutes et parfois en vandalisation de, comment on va dire, de magasins et de magasins. Comment la question raciale redevient un enjeu au cœur de ces élections-là. Et puis, évidemment, il y a la question de la sécurité. La sécurité internationale du monde, dans laquelle les États-Unis reculent de plus en plus en essayant de dire un peu America First, hein, alors que pendant longtemps on les avait vus un peu comme les gendarmes du monde. Aujourd'hui, ils ont une nouvelle théorie qui organise, si vous voulez, leurs relations internationales et qu'on peut résumer sous le terme de America First. Donc on en parlera lors du prochain live qui concernera comprendre les élections présidentielles 2020. Et on aura 5 enjeux majeurs au nombre desquels je reviendrai amplement sur ces questions-là. Le dernier live, en fait, ce sera sur la posture géopolitique, en fait, que les États-Unis, le rôle que les États-Unis auront dans la perspective post-élection, après janvier 2021, là, les États-Unis, quel rôle et quelle place ils auront dans l'échiquier mondial. Salut Noah, mon frère. Merci beaucoup, sois le bienvenu. Ok. Voilà. Alors, sans plus tarder donc, il faut savoir en fait qu'il y a des principes généraux en fait qui organisent, si vous voulez, des principes généraux hein, qui organisent un peu la politique euh, aux États-Unis. Et au nombre de ces principes-là, il y a d'abord la Constitution des États-Unis qui confère certains pouvoirs au gouvernement national, ce qu'on appelle le gouvernement fédéral, et d'autres en fait d'autres prérogatives qu'il réserve en fait aux États fédérés et puis au peuple. Alors dans de nombreux États, c'est le gouvernement qui détermine les politiques d'éducation nationale et de santé. Aux États-Unis, cette responsabilité elle appartient en premier lieu aux États fédérés, donc aux 50 États qu'il y a aux États-Unis. Chacun, pour ce qui le concerne, détermine sa politique d'éducation nationale et de santé. Alors, la défense nationale et la politique étrangère, en revanche, sont du ressort en fait du gouvernement fédéral. C'est lui qui gère ça. Et la Constitution stipule que chaque État doit se doter en fait d'un gouvernement de forme républicaine. Et même s'il y a de la liberté dans cet aménagement de la forme de gouvernement au niveau des États fédérés, la Constitution interdit quand même aux États de violer certains droits assez spécifiques. Alors, par exemple, aucun État ne peut priver une personne de sa vie ou de sa liberté ou de ses biens en l'absence d'une procédure régulière. Qu'on se comprenne bien, il ne s'agit pas d'interdire la possibilité d'instaurer la peine de mort. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'avant d'être condamné à la peine de mort, il faut que ce soit à l'issue d'une procédure régulière. Et puis, aucun État non plus, et c'est un autre exemple, ne peut refuser à quiconque une protection légale, une égale protection devant la loi. Voilà, donc sous ces réserves-là, je veux dire, il n'y a pas vraiment de problème. Chaque État peut s'organiser librement et voilà, gérer son État comme il l'entend. Alors, évidemment, quand on parle de système électoral, il faut commencer par les termes, parce que les termes sont importants. Et pour la suite d'ailleurs de notre discussion, je veux fixer quand même quelques termes. Le premier, c'est le mot scrutin. Parce que bon, quand on parle beaucoup de scrutin, scrutin uninominal, scrutin majoritaire, scrutin proportionnel, scrutin mixte, mais c'est quoi le scrutin? Alors, le mot scrutin, en fait, c'est plutôt l'ensemble des opérations de vote et des modes de calcul qui sont destinés à départager les candidats lors d'une élection. Donc, on parle de scrutin lorsqu'une assemblée vote pour prendre une décision. Dans le langage courant, en fait, dans le langage courant, le mot scrutin désigne enfin les votes qui sont émis par des bulletins.
Et ça peut être un vote uninominal, hein, c'est-à-dire voter pour un seul candidat, hein, uninominal, donc pour un seul nom, pour un seul candidat, ou un scrutin de liste, c'est-à-dire on vote pour une liste de candidats. C'est ce qu'on a par exemple aux élections législatives, où vous avez un scrutin de liste en fait, puisque vous votez pour une liste, et après au sein de la liste en fait, les gens s'organisent pour voter le président de l'Assemblée nationale et voilà, donc on s'aménage, ou si c'est une élection locale, pour voter pour le maire. Voilà, et ensuite des fois, salut Mamissou, ça va bien? Sois la bienvenue. Donc vous avez des scrutins comme ça, majoritaires à un ou deux tours, proportionnels ou mixtes, qui mélangent en fait des scrutins majoritaires et puis des scrutins proportionnels. Voilà, donc ça c'est le scrutin. Donc le scrutin en fait, pour faire simple, c'est l'ensemble des opérations de vote et des modes de calcul qui sont destinés à départager les candidats à une élection. Donc il peut être uninominal pour une personne ou pour une liste si le vote concerne en fait un groupe de citoyens élus en même temps sur une liste donnée. Alors la deuxième chose qu'il faut fixer, c'est la question de suffrage. C'est quoi un suffrage en fait? Alors le suffrage en fait c'est l'acte de vote lui-même. C'est l'acte de vote par lequel un électeur fait un choix donné. Je veux dire, l'ensemble des suffrages exprimés, c'est l'ensemble des électeurs qui sont allés au bureau de vote et qui ont choisi Jean, Pierre ou Paul ou Pierre, Paul, Jacques. Ok? Voilà. Donc le suffrage, donc, il peut être restreint. Et quand est-ce qu'on dit que le suffrage est restreint? C'est lorsqu'il est limité, par exemple, à une certaine catégorie de population en fonction de ses revenus, par exemple. C'est ce qu'on appelait à un moment donné le suffrage censitaire. Par exemple, avant, dans la Grèce antique, il fallait être assujetti à l'impôt, il fallait payer un impôt pour être capable de voter. Et d'ailleurs, c'est très intéressant cette affaire parce qu'il y avait quelque chose comme de la redevabilité. C'est-à-dire que puisque vous aviez payé l'impôt, vous étiez fondé à, comment on va dire, à participer à la vie de la cité. Hein. Et donc aujourd'hui, c'est ça. Et c'est ça le problème aussi, la rupture d'égalité. Les électeurs qui payent l'impôt pour le donner à des gens qu'ils ont choisis, pour que ces gens-là le dépensent en leur nom. Il devrait y avoir, en toute logique, un autre temps, justement, de suivi-évaluation, où on revient sur les gens qu'on avait élus pour leur dire, mais, par exemple, si je prends l'exemple du président Macky Sall, on lui donne 8 milliards tous les mois, il devrait être possible à la fin de le rappeler, de lui dire, tiens, on vous avait donné 8 milliards, qu'en avez-vous fait? Oui, parce que c'est le corollaire, justement, du fait qu'on vous donne quelque chose. Hein. Voilà. Donc le suffrage peut être restreint, ou restreint à des questions de revenus, donc suffrage censitaire, ou restreint à un niveau de connaissance, suffrage capacitaire. Là. On dit donc que tout le monde n'a pas la capacité de juger qui est bon et qui n'est pas bon. Et c'est ça d'ailleurs le fameux débat que les... Ah bonjour Nandi, ça va bien? Sois la bienvenue. C'est bien. Merci beaucoup Nandi. Alors c'est ma nièce, Nandi. Donc, alors c'est très important en fait que on puisse dire qui a la capacité d'exprimer en fait un vote au cours d'une élection. Et ça justement, ça s'appelle le suffrage. Et donc lorsque il concerne tous les citoyens majeurs, on dit que le suffrage est universel. Et si l'électeur vote lui-même pour un candidat, c'est un suffrage direct. S'il vote de façon indirecte pour un collège électoral, on dit en fait qu'il est désigné par les citoyens. Je vous demande une minute. Oui, dis-lui faut appeler là-bas. Donc, voilà un peu ce qui... voilà, donc, quand le candidat donc, est élu par un collège électoral, lui-même désigné par les citoyens, on dit en fait que c'est un suffrage indirect, puisque l'électeur a voté en fait pour un collège électoral qui lui maintenant a désigné les gens qui ont été élus. Et vous allez voir que ces précisions, elles ont tout leur sens quand on parle en fait de l'élection présidentielle aux États-Unis. Ok? Voilà. Donc, les systèmes électoraux, il s'agit de quoi, les systèmes électoraux? Donc, en fait, quand on parle d'un système électoral, on parle de cet ensemble de caractéristiques donc, qui regroupent les modes de scrutin. Hein, je vous rappelle donc les modes de scrutin, ce dont on avait parlé tout à l'heure, opération de vote et mode de calcul.
les suffrages, c'est-à-dire le système qui précise en fait qui a le droit de voter, et enfin, voilà, les modes d'attribution des sièges aux assemblées, le choix d'un système électoral et surtout du mode de scrutin traduit quand même des objectifs politiques. Donc maintenant, on considère en fait que généralement, le mode de scrutin proportionnel, et qui est le mode d'ailleurs de scrutin qui est le plus utilisé dans la plupart des pays européens, le mode de scrutin proportionnel, en fait, il permet d'avoir une représentation qui est conforme au vote des citoyens. Ça veut dire, par exemple, on peut dire, je donne un exemple tout bête, hein, le Mbour, par exemple, à Mbour, il habite 55% de la population sénégalaise. Alors, dans tous les scrutins, 55% des scrutins, donc des places en fait, vont être réservées en fait aux habitants de Mbour. Voilà, c'est une manière d'avoir de la proportionnelle pour instaurer une espèce d'équilibre en fait. Mais l'inconvénient, c'est que ça peut comporter un risque d'instabilité gouvernementale et le choix d'un scrutin majoritaire, ça fait de l'instabilité gouvernementale. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut, c'est que à trop vouloir ménager les équilibres, en fait, on fait un attelage qui peut être déséquilibré justement. Et c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Si vous dites, par exemple, à vouloir trop respecter les proportionnalités, vous faites quelque chose qui ne les respecte plus. Voilà, donc c'est pour ça qu'on oppose souvent scrutin proportionnel à majoritaire, même si mon point de vue personnel, c'est qu'il faut introduire une bonne dose de proportionnel dans toutes les élections pour éviter ce qu'on appelle le Raougadou. Donc en Wolof, Raougadou, mais ça existe, hein, vous allez le voir dans les États aux États-Unis, il y a exactement le Raougadou, ce qu'on appelle winner takes all. Winner takes all, ça veut dire que si vous avez la majorité, vous remportez tous les sièges. Voilà. Vous avez remporté d'une tête, vous remportez toutes les voix et toute l'élection, donc, pour les sièges qui étaient ouverts dans le cadre de cette élection-là. Voilà donc pour les systèmes électoraux. Alors, qu'est-ce qui rend donc, de ce point de vue-là, le système électoral américain un peu particulier, une fois qu'on a précisé ces questions-là? Salut Fanny, sois la bienvenue. Salut Fanny. Alors, aux États-Unis, en fait, l'élection présidentielle est organisée tous les 4 ans. Donc tous les 4 ans, le président des États-Unis est élu au suffrage universel indirect par de grands électeurs qui sont eux-mêmes élus au suffrage universel direct. Voilà. Alors c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué en fait, c'est complexe. C'est complexe, mais vous allez voir vous-même qu'il y a une mécanique derrière qui permet en fait de clarifier le jeu et qui permet finalement, et c'est mon point de vue, hein, parce que vous savez, après l'élection de Donald Trump, beaucoup de gens se sont offusqués en disant l'élection présidentielle aux États-Unis est antidémocratique parce que, comment elle s'appelle, Hillary Clinton a gagné le vote populaire, mais a perdu le vote des grands électeurs, donc elle a perdu les élections. Et donc on va en parler parce que c'est ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est comment est-ce que le président des États-Unis est élu. Alors il est élu au suffrage indirect. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit tout à l'heure? Yes, sister, sois la bienvenue. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit tout à l'heure? Le suffrage, c'est quoi? C'est la manière, c'est ce que l'électeur a exprimé. Et il est indirect lorsque il n'élit pas directement quelqu'un, mais qu'il passe, il élit un collège électoral auquel il donne un mandat pour élire le candidat auquel il croit. Voilà, donc c'est le suffrage indirect. Et donc, le président des États-Unis est élu au suffrage indirect par de grands électeurs. Mais les grands électeurs eux-mêmes, ils sont élus aussi. Comment sont-ils élus? Au suffrage universel direct. Et donc, on va voir cette question-là, parce qu'elle est importante. Et donc, il y a deux grands partis, en fait. Ils ne sont pas les seuls, hein, Parti démocratique et Parti républicain. Les deux désignent leurs candidats à l'issue d'un processus de caucus et d'élections primaires. Alors, on va voir hein, dans le détail ce que c'est un caucus, c'est quoi une primaire, et qu'est-ce qui, ma foi, différencie les deux. Okay. Alors, qu'est-ce qui explique, comment s'explique en fait les spécificités de la procédure électorale aux États-Unis? Parce qu'elle est spécifique. Et beaucoup d'États ont, c'est ça, hein, l'expression de la souveraineté, c'est aussi, elle s'illustre aussi, elle se manifeste aussi dans la capacité qu'on a à choisir soi-même les mécanismes de désignation des élus dans un pays donné. Donc, alors, c'est la Constitution américaine, en fait,
qui détermine en fait qui en même temps qu'elle définit les pouvoirs du président, fixe son mode de désignation. Donc cette constitution américaine là qui date de 1787, donc qui est finalement très vieille et à la fois très jeune, parce que voilà, elle est plutôt récente, 1787. L'élection présidentielle est une élection à 2 degrés. Okay, 2 degrés. Le président des États-Unis n'est pas élu au suffrage universel direct, comme c'est le cas au Sénégal, comme c'est le cas au Mali et comme c'est le cas dans la plupart des pays que vous connaissez. Il l'est plutôt par un collège de grands électeurs, et on en parlera, c'est ce qu'on appelle en anglais de presidential electors. Alors, ce corps intermédiaire-là des électeurs de président, qu'on appelle des grands électeurs, indépendants, est un héritage en fait de l'histoire américaine. À l'origine, en fait, l'élection du président était confiée aux citoyens les plus éclairés et les plus vertueux. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit? Que le suffrage, en fait, il pouvait être censitaire, lié aux impôts, ou un suffrage capacitaire, c'est-à-dire partir de l'hypothèse, en fait, que tous les candidats, tous les électeurs ne sont pas capables de choisir de façon égale. Ils ne sont pas capables de choisir avec la même pertinence leur candidat. Donc, il est important de confier ce soin-là à des gens qui ont des capacités supérieures, d'abord capacités techniques, mais aussi en termes de vertu. Okay, donc, c'est eux qu'on appelait les grands électeurs. Et c'est ça le procédé. Pourquoi est-ce qu'on confie ça aux grands électeurs? On part de l'hypothèse que c'est eux qui connaissent le mieux l'intérêt stratégique des États-Unis. C'est eux qui sont le mieux éduqués à la chose politique et qui ont une carrière et une expérience qui leur permet de choisir un président sans trop se tromper. Alors ce système-là, justement, il a perduré malgré les évolutions profondes que la société américaine a connues et malgré l'évolution profonde que la plupart des... Parce qu'il y a eu beaucoup de modifications dans l'architecture juridique et politique des États-Unis, mais ce point-là est demeuré quand même comme quelque chose auquel les Américains, en tout cas les législateurs, aussi bien originels que les législateurs qui se sont succédés, ont regardé comme un point essentiel, en tout cas qu'ils n'avaient pas envie de perdre. Donc la désignation de ce point de vue-là, donc des grands électeurs, relève de la compétence exclusive de chaque État fédéré. Et c'est là, en fait, que vous allez comprendre la différence entre finalement le caucus et la primaire. Alors, je vous rappelle que les grands électeurs, eux-mêmes, sont élus au suffrage universel direct. Oui, c'est ça. Suffrage universel direct. Alors que le président lui-même est élu au suffrage universel indirect. Pourquoi? Parce que les grands électeurs, eux, sont élus directement dans le cadre donc de primaires et de ce qu'on appelle des caucus. Okay, donc et d'ailleurs, dans la désignation de ces grands électeurs-là, au niveau de chaque État, il y a des règles qui sont fixées et il y a un mécanisme qui est connu, qui est vulgarisé, qui est diffusé, de sorte à ce que tout le monde le connaisse. Mais cependant, il en découle quand même un système qui est assez complexe et qui se déroule en plusieurs étapes. On va y revenir. Mais si on veut simplifier, il y a des délégués à l'échelon local, donc qui sont désignés par les électeurs au cours de caucus et de primaires, et ces gens-là vont ensuite aller voter pour le président des États-Unis, après en avoir reçu donc un mandat par la base. Mais avant d'aborder ces questions-là donc de caucus et de primaires, je voulais d'abord vous rappeler qui peut être électeur aux États-Unis. Parce que ça aussi, c'est une vraie question. Yes, absolument. Absolument, Dibi, tu as tout compris. C'est exactement ça. Les grands électeurs forment le collège électoral. C'est exactement ça. Et c'est ce collège électoral-là qui va choisir le président des États-Unis. Voilà, mais tout d'abord, qui peut être électeur? Aujourd'hui, si vous voulez, aux États-Unis, la Constitution accorde le droit de vote à tous les citoyens des États-Unis qui sont âgés de plus de 18 ans, quelles que soient les élections. Donc, que ce soit des élections au niveau fédéral, donc sur tout le territoire des États-Unis, au niveau des États fédérés seulement ou au niveau local. Quelles que soient les élections, la Constitution accorde un droit de vote aux citoyens des États-Unis. Et puis au niveau fédéral, par contre, les électeurs ne choisissent que le président des États-Unis, le vice-président et les membres du Congrès. Voilà, donc c'est tout ce qu'ils choisissent. Et pour tout le reste, en fait, il faut qu'il y ait en fait d'autres mécanismes de détermination de qui peut être électeur. Okay?
Voilà, donc je vous ai parlé tout à l'heure en fait du système de caucus et de primaire. Il s'agit en fait, les caucus et les primaires, elles servent à quoi? Elles servent à désigner en fait des délégués qui vont ensuite voter pour le candidat du parti. Donc, alors, on va y aller doucement. Vous vous souvenez tout à l'heure ce qu'on avait dit? Le système d'élection aux États-Unis, c'est le président des États-Unis est élu au suffrage universel indirect. Ça veut dire donc que l'électeur américain vote dans le cadre de caucus ou de primaire pour des délégués. Il donne donc des mandats à des délégués pour que ces délégués aillent maintenant voter à un niveau supérieur. Ces délégués aillent voter pour le président des États-Unis, pour les grands électeurs, et que ces grands électeurs-là, formant le collège électoral, aillent voter maintenant pour le président des États-Unis. Donc il y a comme ça une succession dans le processus, une succession de micro-élections, et c'est en ça que c'est formidablement démocratique comme effort. Il y a une succession de micro-élections au niveau local, au niveau du comté, au niveau du district, jusqu'au niveau de l'État national s'entend, et jusqu'au niveau fédéral maintenant, pour qu'on puisse maintenant dire on a le collège électoral des 538 électeurs qui votent pour nommer, pour élire un président des États-Unis. Salut Fatou Mourad, sois le bienvenu, sois la bienvenue Fatou. Merci beaucoup. Alors dans le cadre du caucus, par exemple dans le système de caucus en plusieurs étapes, les militants locaux, c'est-à-dire à l'échelle d'un bureau de vote, choisissent dans de petites assemblées électorales les délégués qui vont les représenter au niveau des réunions du comité, du comté, pardon. Et ensuite, au niveau du district. Et ces réunions permettent à leur tour de désigner les délégués qui, eux, maintenant, vont arriver en bout de course, vont être envoyés à la convention nationale du parti. Voilà. Et donc, et c'est là, le caucus, en fait, le premier caucus, traditionnellement celui de l'Iowa, a lieu le 3 février 2020. C'est ça. Première étape, caucus, exactement. Alors, il y a plusieurs caucus, Fanny, tu as tout compris, mais il y a plusieurs caucus. Il y a plusieurs caucus, donc il y a le caucus au niveau local, donc c'est-à-dire des électeurs en fait se regroupent à l'échelle d'un bureau de vote. Je donne l'exemple. Par exemple, si tu votes à l'école Kléber, il y a des premières réunions en fait qui vont se regrouper au niveau d'un bureau de vote local. On va dire par exemple que l'école Kléber, tous ceux qui votent à l'école Kléber vont se regrouper dans un caucus. Et donc dans ce caucus-là, ils vont voter pour désigner des délégués chez eux. Et quand ils auront désigné des délégués, ceux-là vont aller au niveau du comté. Au niveau du comté, ça veut dire donc tous les bureaux de vote. Donc je vous ai donné l'exemple de l'école Kléber à Dakar Plateau. Maintenant, au niveau du comté, vous allez avoir tous les bureaux de vote de Dakar Plateau qui vont se réunir dans un deuxième caucus. Et dans ce caucus, ils vont sélectionner à nouveau des gens et ils vont aller maintenant au niveau du département. Donc au niveau du département de Dakar, puis au niveau de la région de Dakar, puis au niveau de l'État de Dakar, s'il y avait un État. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, et donc, attention, à chaque étape, les règles sont les mêmes. C'est un système d'électeurs. Donc, ça veut dire que les règles que je vous ai données tout à l'heure, 18 ans, il faut avoir 18 ans et être citoyen américain, il ne faut pas oublier, hein, âgé de plus de 18 ans et il faut être citoyen américain, évidemment. Mais pour tous les citoyens américains âgés de plus de 18 ans, vous pourrez participer à ces caucus-là. Maintenant, il y a quand même une différence et je vais la préciser tout à l'heure parce que je ne veux pas vous embrouiller. Alors, typiquement, donc, le premier caucus a traditionnellement lieu le 3 février 2020 et c'est le caucus de l'Iowa. Et ensuite, donc, il y a des primaires. Donc, vous vous souvenez ce que je vous avais dit, hein, caucus et primaire. Et il y a une différence quand même majeure entre le caucus et la primaire, et je vais y revenir tout à l'heure. Mais vous avez, donc il y a deux sortes de primaires en fait. C'est les primaires ouvertes, auxquelles chaque citoyen, quelle que soit son appartenance politique, peut participer. Donc un électeur qui est inscrit sur la liste d'un parti peut ainsi participer à la désignation du candidat d'une autre formation. Ça ne vous rappelle rien, ça? Vous savez, en France plutôt, il y a eu ce qu'on a appelé les primaires de la gauche. Pour les dernières élections présidentielles, il y a eu les primaires de la gauche. Et il y a eu les primaires de la droite aussi d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Chacun, que vous soyez du parti ou pas,
vous aviez la possibilité de voter pour la liste d'un parti ou pour désigner un candidat ou un autre, celui d'une autre formation. Et c'est très intéressant, pourquoi? Parce que quand les élections sont ouvertes comme ça, vous pouvez à la fois voter pour votre candidat, mais, enfin évidemment, voter pour votre candidat, mais faire en sorte aussi d'empêcher le candidat que vous ne voulez pas dans une autre, le candidat qui pourrait affronter votre candidat, pour l'empêcher de passer. Et donc favoriser finalement le candidat qui serait le mieux placé en face de votre, le moins bien placé en face de votre candidat si vous voulez le faire passer. Donc voilà un peu comment est-ce que les primaires ouvertes fonctionnent, mais elles peuvent aussi être fermées, ces primaires-là. Et donc, dans ce cas-là, il ne peut voter que les électeurs qui sont inscrits sur la liste du parti, dans le respect de la tradition. Alors, typiquement, c'est l'État du New Hampshire qui a ouvert la série des primaires le 11 février 2020. Donc, on va voir maintenant, c'est quoi la différence, donc, finalement, entre les primaires et les caucus. Les primaires sont organisées par les gouvernements des États. C'est eux qui financent et qui organisent les primaires, au même titre que toutes les élections. Et c'est une grande, grande différence. Les caucus, quant à eux, sont organisés par les partis politiques. Maintenant, revenons sur les primaires, parce que je vous ai dit, hein, les primaires sont organisées par les gouvernements des États fédérés qui les financent et qui organisent des primaires. Et dès lors, les électeurs se rendent aux urnes, votent et rentrent chez eux. Mais le vote se fait au scrutin secret. Vous vous souvenez ce que c'était un scrutin, hein? On en a parlé. Le scrutin, c'est la manière, c'est lorsque l'électeur exprime